Bonjour les gars, les filles, bonjour à tous. Nous commençons un nouveau live ce soir avec un invité qui est Olivier que je vais vous présenter. Mais avant tout, je vous présente Régine, que certains d'entre vous connaissent, les copains-copines du groupe Moi, Je ne fume plus, la connaissent. Elle va nous accompagner pendant nos lives et pendant tout ce mois sans tabac qui va démarrer bientôt. Alors ce soir, nous accueillons quelqu'un que je connais bien, qui s'appelle Olivier Kramas, qui est coach addictologue. Bonsoir Olivier. Et Bonsoir. merci mille fois d'avoir accepté de répondre à toutes les questions que nous avons ce soir. Alors on en a plein des questions. On en prendra aussi quelques-unes en ligne. Et je te laisse dire quelques mots pour te présenter si tu veux bien. Ok, merci de me recevoir. Je m'appelle Olivier Kramars, je suis coach addictologue depuis maintenant une petite vingtaine d'années. Je suis également patient expert en addiction, membre de France Patient Expert Addiction, ce qui veut dire que je suis un ancien patient en addiction et que j'ai fait un travail à la fois sur moi et sur mes addictions, mais également à l'université, en France et à l'étranger, pour pouvoir me spécialiser dans l'aide aux personnes addictes, euh, en ce qui concerne toutes les addictions, qu'elles soient avec des produits psychoactifs comme le tabac ou avec des comportements comme le jeu, le sexe, la nourriture ou le travail ou le sport. D'accord. Alors aujourd'hui, on va beaucoup parler de tabac, hein, comme tu peux l'imaginer. On salue les copains et les copines du groupe Je ne fume plus, du groupe Breton Moi sans tabac et du le groupe Les habitants des pays de la Loire Moi sans tabac. Et ce sont les questions de toutes ces personnes-là qu'on va te poser. Régine, je te laisse poser la première question, dire quelques mots si tu veux. Bonsoir à toutes et à tous et aux amis JNFP, ma famille. Voilà. Alors, Olivier, bonsoir. Donc, première question. On nous dit il n'y a que la volonté qui compte. Est-ce que c'est vrai ou faux? Alors, c'est vrai et faux. C'est-à-dire que la volonté, c'est indispensable. C'est comme dirait l'expression, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. J'ai souvent l'habitude de dire qu'il y a 3 solutions pour arrêter de fumer. La première, c'est la motivation. La deuxième, c'est la motivation. Et la troisième, c'est la motivation. La volonté, c'est indispensable. Si on ne veut pas arrêter de fumer, on n'arrêtera pas de fumer. En revanche, ce qui va permettre concrètement d'arrêter de fumer, c'est de rajouter à la volonté la motivation. Et la motivation d'arrêter de fumer, c'est répondre à la question pourquoi c'est important pour moi d'arrêter de fumer. C'est ce que j'explique avec l'histoire de Molimar qui parle du cerveau raisonnable, du cerveau robot et automatique, et du cerveau du cœur, celui qui fait le désir et qui fait la motivation. Alors, en parlant de motivation, Olivier, on a une question qui revient sans arrêt, où on nous dit, moi, la motivation, j'en ai plein. Je veux arrêter de fumer, j'en ai complètement marre de cloper tout le temps. Par contre, j'arrive pas à passer le pas, j'arrive pas à me mettre en action. Est-ce que tu as des astuces? Alors, quand on arrête de fumer, on cherche toujours les trucs et astuces. Est-ce que tu as Alors, des trucs et des astuces à nous donner quand on a la motivation, quand on n'arrive pas à passer à l'acte, quand on n'arrive pas à arrêter de cloper? Qu'est-ce qu'on peut faire? tu viens de donner encore une fois la réponse est dans la question. C'est-à-dire que tu as dit, les gens me disent, j'ai de la motivation, je veux, je veux, je veux. Et en fait, ils confondent volonté et motivation. Quand on dit je veux arrêter de fumer, c'est pas de la motivation. La motivation, comme je le disais tout à l'heure, c'est très important de faire la différence avec la volonté. La motivation, c'est pourquoi c'est important pour moi d'arrêter de fumer. Et la question, c'est pas je veux arrêter de fumer ou je veux ceci ou je veux cela. C'est je, pourquoi je veux arrêter de fumer, justement. Donc, on se fait une liste de raisons. Comment on fait? Absolument. On se fait une liste de raisons en étant ultra honnête avec soi-même et surtout en ne s'arrêtant pas aux motivations les plus importantes, les plus visibles.
Par exemple, je veux arrêter de fumer parce que je veux être en bonne santé, ou parce que je veux pas attraper le cancer du poumon, ou parce que, voilà. Ça, c'est des motivations qui sont évidemment très importantes et qu'il faut prendre en considération, mais qui sont souvent trop éloignées de notre présent, de notre actualité et de ce qu'on peut faire tout de suite vraiment. En revanche, je veux arrêter de fumer parce que je veux plus avoir les dents jaunes, je veux plus avoir une haleine de cendrier le matin, je veux plus tousser comme un tubard le matin quand je me réveille, je veux plus dépenser 500 € par mois. Voilà, ça, c'est des motivations ultra concrètes, ultra directes. Et quand on va avoir hiérarchisé ces motivations par ordre d'importance, à ce moment-là, on a plus de chances de réussir à arrêter de fumer. Évidemment, en parallèle de ça, on y reviendra, il faut gérer ses émotions et j'y reviendrai un peu plus tard. D'accord. Moi, je dis souvent que pour arrêter de fumer, il faut aller chercher ses motivations dans ses tripes. C'est-à-dire ce qui fait que pour soi, dans son histoire à soi, et soit avec soi, pas pour faire plaisir aux autres, pas à cause d'une maladie, pas à cause de tout ça. On a vraiment envie d'arrêter, vraiment au fond de soi. Une maladie, c'est quand même au fond de soi. Hein. Oui, c'est au fond de soi. C'est vrai. Non, une maladie, c'est souvent d'ailleurs une des motivations les plus importantes à arrêter de fumer, c'est quand tout d'un coup, on a peur pour sa vie. Et hop, je peux me permettre de rebondir directement sur l'émotion. Ce qui va également énormément aider pour arrêter de fumer, c'est de prendre conscience de l'émotion qu'on a à l'idée d'arrêter de fumer, ou même à chaque fois qu'on prend une cigarette. Parce que c'est cette émotion qui nous fait prendre la cigarette. C'est également cette émotion qui nous permettra d'arrêter. Et comment? En la gérant. Pour la gérer, il va d'abord falloir commencer par la voir. Donc, j'ai peur d'attraper une maladie. Avant la maladie, il y a d'abord la peur de la maladie. Et si on ne gère pas cette peur, c'est elle qui nous gère. Et finalement, si on ne gère pas cette peur et qu'on prend la cigarette, on continue de fumer. Si par contre, on voit la peur ou l'émotion, par exemple, je suis triste, hop, je vais prendre une cigarette. Ou je suis joyeux, hop, je prends une cigarette. Et si on voit cette émotion, si on en prend conscience, si on comprend pourquoi elle est là, et si on la partage, si on l'exprime, on va au moins prendre conscience du comportement. On va prendre conscience de pourquoi on prend cette cigarette. Et comme ça, on pourra peut-être à terme arrêter parce qu'on aura pris conscience de la raison pour laquelle on a pris la cigarette. Donc il y a à la fois un travail sur la motivation et également un travail sur les émotions. D'accord, c'est clair. Régine. Alors à ce moment-là, j'ai pu arrêter 18 mois. J'ai repris et pourquoi maintenant je n'y arrive plus? On a plein de gens comme ça qui arrêtent un moment, qui arrêtent 1 an, 2 ans. On a une autre copine qui nous dit moi j'ai arrêté 1 an sous patch et j'ai bien tenu et depuis c'est le calvaire, j'arrive plus à réarrêter. C'est le calvaire, la réponse est là. Encore une fois, pendant 1 an ou 2, elle a pu tenir et puis un jour il arrive une émotion. Donc ça c'est encore une fois, chaque personne est différente et cette émotion n'est pas gérée. Cette émotion est même parfois pas vue du tout. Ou alors elle est masquée par une autre. Par exemple, on a une rupture sentimentale et cette rupture nous met dans une colère noire. On s'engueule avec notre conjoint ou notre partenaire. Et là, on va reprendre une cigarette. Eh bien, ce qui aura fait prendre la cigarette, c'est à la fois l'engueulade et la colère, mais aussi la peur et la tristesse qu'on a ressentie à cause de la rupture ou à cause de l'engueulade.
Et si on arrive à voir cette peur, cette colère, cette tristesse, eh ben peut-être qu'on arrivera à contrôler le comportement et la prise de cigarette. Mais si on ne voit pas, si on est entièrement emporté dans son émotion, on va aller direct au comportement et là on chute. C'est sûr que quand la plupart des personnes qui reprennent une clope alors qu'ils ont arrêté de fumer, c'est avec une émotion qui est très diverse, qui est très personnelle, mais c'est souvent le cas. Et qui peut être bonne. Et qui peut être bonne. Qui peut être bonne. C'est ça aussi la bizarrerie de cette maladie de l'addiction, c'est que quand on a des très bonnes émotions, quand on veut célébrer quelque chose, bah c'est pareil. Si on ne gère pas cette émotion, bah, le comportement va partir tout seul. En fait, il ne part pas tout seul. C'est l'émotion qui nous gère. Puis il y a une autre chose aussi par rapport à la question dans l'arrêt du tabac. Je crois qu'on est plein à connaître ça. Molimar, il expliquait ça très bien. Molimar, c'est un des fondateurs de la tabacologie en France. Et il disait, il y a des stoppeurs, il y a des défumeurs, il y a des ex-fumeurs. Les stoppeurs, ce sont des gens qui arrêtent de fumer. Moi, j'ai été une stoppeuse professionnelle. Qui arrêtent de fumer un certain temps. Ça peut être assez long, hein, 1 an, 2 ans, et quelquefois 10 ans. Mais quelque part, en eux, il y a toujours cette possibilité de refumer. Il y a toujours cette petite voix qui dit un jour, je reprendrai une clope. Et un jour, à la lueur d'une émotion, positive, négative, eh ben, on se remet à fumer. Et après, c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est beaucoup plus difficile quand on reprend un chemin de défume où on sait, au fond de soi, qu'on ne veut plus du tout, jamais refumer. Et c'est ce plus jamais qui nous fait peur, et qui nous angoisse, et qui nous stoppe, et qui fait qu'on a du mal à passer le cap. Alors que le plus jamais, il ne s'impose pas dès le départ, il se construit. Et c'est ça que les défumeurs ont du mal à comprendre avant même qu'ils arrêtent. On ne se dit pas j'arrête pour toujours, on se dit j'arrête, point. J'arrête pour aujourd'hui, j'arrête demain, et puis on verra après-demain. Et en fait, plus on arrête, plus le temps passe, plus le renoncement à la cigarette se construit malgré nous. Et on va comprendre tout ce que vient faire la cigarette dans notre vie, toutes ces émotions dont parlait Olivier. On va comprendre, on va mettre du sens. Et au fur et à mesure, ce renoncement, il se construit. Et à un moment, on se dit, la cigarette et moi, c'est fini. Et quand on est stoppeur, on ne peut pas faire ce chemin-là, parce qu'on a toujours cette petite clope dans la tête. Et c'est aussi pour ça que c'est difficile ensuite, parce qu'on passe à autre chose. On va devenir un défumeur qui va devenir un ex-fumeur. Alors, on va passer à une autre question, Olivier. J'ai fumé pendant 43 ans, nous dit une copine. Je fumais environ 12 clopes par jour. J'ai arrêté le 25 août dernier suite à un témoignage qui m'a chamboulée. J'ai des patchs, j'ai une vape et je suis à la retraite. Je ne me sentais pas capable d'arrêter avant, mais voilà. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ma décision est définitive, que c'est irrévocable. Est-ce que, à un moment, on se dit, et on peut se dire hein, tranquillement, le tabac, c'est fini pour moi? Est-ce qu'il y a des gens qui arrêtent comme ça, avec cette certitude qu'ils ne refumeront plus? Ou est-ce qu'il faut se méfier en se disant, bon, je me dis ça aujourd'hui, mais demain, peut-être que... Alors, je répondrai encore une fois, il y a un arrêt de la cigarette par personne. Tout à l'heure, dans la question de l'auditrice, il y avait j'ai été bouleversé par un témoignage. Encore une fois, on en revient à l'émotion. Bouleversé, ça veut dire surpris, triste, en tout cas bouleversé. Et cette émotion-là a permis à la personne d'arrêter. Il va y avoir une manière, grosso modo, par personne. Ça dépend de l'histoire, ça dépend de la situation dans la vie de la personne. Et si, alors qu'elle a arrêté pendant je ne sais pas combien de temps, il intervient dans sa vie une situation ou un événement qui va créer
une énorme émotion, qui va créer des pensées ou des croyances dans sa vie, qui ne sont pas vues, qui ne sont pas gérées, à ce moment-là, elle risque effectivement de reconsommer soit de la cigarette, soit n'importe quelle chose qu'elle aura sous la main et avec laquelle elle aura l'impression qu'elle va pouvoir anesthésier, réduire ou faire disparaître cette émotion négative. Le problème de la cigarette, comme de n'importe quel autre comportement addictif, c'est que très souvent, on va utiliser la cigarette pour recouvrir une émotion, soit pour la faire descendre au fond de nous-mêmes, soit pour éviter de la vivre, soit pour pas accepter qu'elle est là. Et on pense que la cigarette ou le verre d'alcool, parce que ça va très souvent avec, va, comment dirais-je, éloigner ou chasser, endormir ou anesthésier cette émotion. Et là, on se trompe, parce que l'alcool ou la cigarette n'a absolument rien à voir avec l'émotion, puisque l'émotion, elle vient des pensées et de la situation. L'alcool ou la cigarette, c'est juste un produit psychoactif. Je dirais qu'à la limite, il suffirait que la personne se dise, au lieu de la fumer, je vais la manger. Puis tout d'un coup, elle se rendrait compte que, pourtant, elle a pris exactement les mêmes produits, mais ça lui a rien fait. Parce que dans sa tête, elle se dit, cette cigarette va m'aider à supporter ou à porter cette émotion. Si elle voit cette émotion avant, elle a plus de chances de la gérer et donc peut-être de ne pas prendre la cigarette. Mais c'est vachement dur, ça. Très dur. Moi, quand je fumais... Très dur au début. Je fumais pour pas gueuler, pour me taire, pour pas pleurer, pour tout ça, tu vois. Et c'est difficile. Il y a peut-être un moment où on peut plus, mais où si on tu est te plus souviens prêt. bien, c'est vrai, c'est très difficile, mais si tu te souviens bien, les premières cigarettes que tu as prises, elles ont été aussi très difficiles à prendre. Et elles t'ont arraché la gorge et les poumons et la bouche. Et ça n'a pas empêché que tu as continué après. Et la gestion d'une émotion, c'est pareil. Au fur et à mesure, la première gestion, la deuxième gestion, elle va être difficile, c'est vrai. Mais petit à petit, à force d'avoir géré la peur, à force d'avoir géré la colère ou la tristesse, petit à petit, ça devient de moins en moins difficile. À la différence d'une chose, c'est que quand tu gères ton émotion et que tu prends plus ta cigarette, après, il y a des nouvelles émotions qui interviennent et des nouvelles croyances qui interviennent, comme par exemple, je suis fier de moi. Alors que quand tu as pris ta cigarette, c'est assez rare que derrière, tu te dises, je suis fier de moi. Et je suis fier de moi, ça va t'inciter à recommencer à gérer ton émotion quand elle va venir. Et donc, petit à petit, la gestion des émotions, non seulement ça devient plus facile, mais ça entraîne de plus en plus de plaisir de gérer son émotion. Et en plus, bonne nouvelle, mais des émotions, on en a dans toutes les situations de la vie. Et quand on gère ses émotions avec une cigarette, on peut gérer ses émotions dans une relation de couple, on peut gérer ses émotions au travail, on peut gérer ses émotions dans n'importe quelle situation, et ça sert exactement à la même chose. Alors concrètement, là je suis en train de... Je vais pas bien, j'ai un souci, on voit ça souvent sur le groupe. Je suis triste, ça se passe pas bien. J'en ai marre ce soir, vraiment ras-le-bol, je fume une clope. J'ai envie de fumer une clope. Comment je peux, moi, concrètement, me dire, à part me dire non, ne la fume pas, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour apprendre à gérer mon émotion, justement? Parce qu'on ne sait plus le faire quand on est addict. Alors, la gestion de l'émotion, c'est 3 étapes importantes. La première, c'est d'identifier l'émotion. La deuxième, c'est de la comprendre pourquoi on a cette émotion. Et la troisième, qui est indispensable, c'est de l'exprimer. Donc, première chose à faire, si on peut, appeler quelqu'un, parler à quelqu'un, exprimer cette émotion.
Si c'est absolument pas possible parce qu'on est tout seul au milieu de la pampa et qu'il est 3 heures du matin, on se l'exprime à soi. On l'écrit sur un bout de papier. On identifie l'émotion. Qu'est-ce que je ressens? Ensuite, et tout de suite, on essaye, si possible en échangeant avec la personne, de comprendre pourquoi on ressent cette émotion. Souvent, en l'exprimant, on le dit. J'ai la peur, je suis triste parce que je viens de perdre quelqu'un, je viens de perdre mon job, j'ai peur de dire des bêtises, j'ai peur d'être tout seul, j'ai peur d'être malade, j'ai peur de mourir, j'ai peur... Voilà, en ce moment, avec la Covid, Dieu sait si on en ressent des émotions, et notamment de la peur. En simplement disant « j'ai peur de cette chose », je suis triste de cette chose. Déjà, on identifie l'émotion. Ensuite, j'ai peur de tomber malade, par exemple, ou j'ai peur d'être seul. On comprend pourquoi on a peur. Effectivement, être seul ou être malade, ça fait peur. On a peur de souffrir. Et en l'exprimant à quelqu'un, il va se passer un phénomène immédiat grâce à la gestion de l'émotion, qui est que l'émotion va diminuer en intensité et en durée. On va immédiatement se sentir mieux. Comme en plus on partage avec quelqu'un, l'idée de fumer, le comportement de fumer, a été, pour reprendre une question que j'ai entendue tout à l'heure, le comportement a été court-circuité. On n'est pas passé directement de l'émotion à la prise de la cigarette. Et en court-circuitant cette envie de fumer, on a beaucoup plus de chances de ne pas la prendre. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups. Non. Évidemment, ça n'existe pas. Bien sûr, mais ça aide. Mais ça aide énormément en faisant diminuer l'émotion en durée et en intensité. Oui, surtout que une émotion, c'est hors les mots. Et le fait, et c'est ce qui fait le passage à l'acte, on ne dit pas, on passe à l'acte, on fait, on ne dit Exactement. pas. Et le fait de dire son émotion, juste de la verbaliser, ça met des mots. Et donc, ça permet d'avoir prise sur l'émotion. Autrement, on reste hors les mots. On dit, fais chier, pouf, je fume. Je me suis même pas rendu compte que j'avais allumé cette clope, tellement j'étais dedans l'émotion. Et souvent, on appelle après, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Quand on n'a pas eu tellement honte ou tellement de culpabilité de reprendre sa clope, qu'on n'ose même pas appeler parce que trop tard, on a repris la clope. Mais moi, je dis aux gens, c'est pas grave. Vous avez pris la clope, très bien. Appelez maintenant. Partagez votre émotion maintenant. Ouais, on a des copains copines là en ligne qui disent moi j'arrive pas à être fière de moi, ou moi ça a été trop facile la défume pour moi, je suis pas fière. Ben si, soyez fiers. Et même si on ressent pas cette fierté, si on se dit pas waouh, yes yes yes, moi jamais je me suis dit yes 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 yes. Eh ben quelque part, malgré tout, c'est une réussite le fait d'avoir arrêté de fumer. Et on peut faire ce constat dans sa vie. Je l'ai fait. Et puis surtout, ils se disent je suis pas fier parce que ils ont limité l'action à l'arrêt de la cigarette. Alors qu'en fait, s'ils regardent les motivations pour lesquelles ils ont arrêté de fumer, et non pas uniquement la cigarette et l'acte d'arrêt de la cigarette, là, ils vont trouver de la fierté. Parce que la fierté, on ne l'obtient pas parce qu'on a arrêté la cigarette. Effectivement, entre 2 cigarettes, j'arrête toujours d'arrêter la cigarette. Donc l'acte d'arrêter en lui-même, il n'a pas énormément de fierté. La plupart des gens vont vous dire moi j'ai déjà arrêté 10 fois. Ce qui va apporter la fierté, c'est la satisfaction des motivations à arrêter. Et c'est ça qu'il faut regarder. Quand on a arrêté, il faut se dire j'ai plus la laine de poney, j'ai plus les 500 € par mois qui sont dehors, et j'ai pu me payer un week-end avec ça, ou m'acheter une belle paire de chaussures. J'ai pu empester mon appartement, mon lit ou mes enfants. J'ai pu, regarder la motivation qui est satisfaite par l'arrêt de la cigarette et pas l'arrêt lui-même et uniquement. Là, ils vont la trouver, la fierté. Ok, merci Olivier.
Régine, je te laisse poser la question suivante si tu veux bien. Alors, grosse fumeuse, je n'ai jamais tenté l'arrêt, rien que l'idée me torturait les boyaux. Je sors de chez le pneumologue, mon emphysème s'est aggravé. Mon fils me dit, je t'achète une vapoteuse et si tu y arrives, j'arrête aussi la clope. J'ai vapoté dès le lendemain sans aucun manque et depuis, toujours aucune envie de clope. Le fait de ne pas me dire j'arrête, mon cerveau a-t-il été court-circuité? Alors, Voilà. est-ce que quand on se dit pas j'arrête, on arrête malgré soi? Est-ce que ça existe, ça? Oui, parce que, en fait, on n'arrête pas malgré soi, mais on arrête pour les bonnes raisons. On arrête pour la motivation. Dans l'exemple cité, premièrement, ça me torturait les boyaux. Ça, c'est l'émotion. Donc, torturer les boyaux, c'est de la souffrance, c'est de la peur. Elle sort de chez son médecin. Le mec, il lui a mis une trouille bleu marine. Donc, elle sort de là, elle a une peur bleu marine. Deuxièmement, donc ça, première motivation, la peur de la maladie. Enfin, la maladie. L'émotion, la peur. Deuxièmement, elle dit, mon fils arrête. Grâce à ça, mon fils va arrêter. Et c'est une motivation magique pour un parent d'entendre que son fils peut arrêter si elle arrête. Et moi, j'ai une fille, je peux vous dire, c'est réglé. Hein. Et là, entre l'émotion gérée, la peur et la motivation du fils qui arrête, ben voilà, c'est pas malgré elle. Hein. C'est merci mon fils, à la limite, même merci mon médecin de m'avoir foutu la trouille. Mais bon, c'est plus dur à faire. Alors, on a deux questions proches ensuite, Olivier, sur l'image de soi. Quand on arrête de fumer, on change. On change. L'image de nous-mêmes change beaucoup, mais les autres aussi nous trouvent changés. C'est pas toujours évident d'aborder ça, parce que les gens nous disent « Ouais, François, c'était vachement plus sympa quand tu clopais, hein, parce que là, franchement... etc. etc. » Donc, comment ça chamboule quelquefois d'arrêter une consommation de tabac, fumer, et de se sentir au fond, de sentir qu'on change au fond. Et c'est bien de changer, c'est fabuleux de changer quelque part, mais quand même. Et puis, il y a le regard des autres. Et ce regard des autres-là n'est pas facile à aborder, parce qu'il nous renvoie quelque chose qui n'est pas toujours justement de la fierté. Yes, tu l'as fait, t'es super bon, super bonne. Il nous renvoie, ils sont interloqués de voir quelqu'un qui se met à parler, qui se met à dire, alors qu'il fumait avant ou qu'elle fumait avant, qui se met à dire non, ou je suis en colère, ou je suis triste. Comment faire par rapport au regard des autres? Alors, la réponse facile, c'est le regard des autres, vous en foutez, hein, ça sert à rien. Mais évidemment que c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, on change effectivement pour des raisons qui sont à la fois physiologiques et à la fois comportementales. On change parce que tout d'un coup, on reprend la maîtrise de nos vies. On reprend la maîtrise de nos comportements. Ça provoque chez l'autre, en face, à la fois de la jalousie et de la colère. Et ça provoque même parfois de la peur. Pourquoi? Parce que tant que vous fumez et qu'on peut vous dire « Ah là là, c'est pas bien, ah là là, tu sens pas bon, ah là là, t'as le teint vitreux, etc. » Les autres ont une forme de contrôle sur vous de cette manière. En vous disant ça, vous allez essayer de leur faire plaisir, de donner une image de vous-même qui est meilleure à leurs yeux, et dans ces cas-là, vous leur donnez raison, entre guillemets. En faisant ça, les autres ont une forme de contrôle sur vous. Le jour où vous reprenez la maîtrise de vos comportements, ils n'ont plus ces vannes, ils ne peuvent plus vous contrôler comme ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est très bizarre d'ailleurs, parce que souvent ça arrive avec des gens qui sont très très proches de nous, notamment ceux qui vous disent « Ah ben Françoise, t'étais quand même plus sympa quand tu fumais ». Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là, en perdant le contrôle sur vous, eh ben, ça les énerve. Et dans ce cas-là, ils vous disent « Ah ben, t'étais plus sympa quand tu fumais ». Et ils vous mettent la culpabilité sur vous.
et hop, ils reprennent le contrôle par la culpabilité. C'est dégueulasse. Ouais, c'est pas cool. C'est dégueulasse. C'est pas cool, je suis d'accord. Des fumeurs, révoltons-nous. On va parler d'addiction maintenant, Olivier. Régine, je te passe la parole. D'addiction. Ok. Alors, est-ce qu'on reste addict toute sa vie à pleurer après une clope au moindre pépin? Ou est-ce qu'on peut vraiment se libérer, comme certains disent sur le groupe Je ne fume plus, même si on fumait comme un malade et qu'on a clopé des années? Alors là, on rentre dans des termes un petit peu plus techniques sur l'addiction. Il y a plusieurs écoles. L'école scientifique nous dit qu'on reste addict toute sa vie. Parce que le processus de l'addiction, ce sont des récepteurs qui s'installent dans notre cerveau autour de zones qui sont plus sensibles, notamment pour le tabac, et que quand on arrête, ces récepteurs vont s'endormir, mais ne vont pas disparaître. C'est pour ça qu'on voit de très nombreuses personnes qui peuvent arrêter pendant des années, et le jour où ils reprennent, tous leurs récepteurs se réveillent pratiquement en même temps, et au bout d'une semaine, ils sont revenus exactement au même niveau d'addiction qu'ils étaient avant. Pourquoi? Parce que les récepteurs tabacologiques n'ont pas disparu, ils se sont juste endormis ou mis en stand-by. Après, il y a des gens qui, malgré le fait que les récepteurs soient toujours là, vont complètement oublier ce que la cigarette leur apportait, ou vont se souvenir que des choses horribles que la cigarette leur a apportées. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se réveiller? Les motivations. Et les motivations prennent en général très rapidement le dessus sur la prise d'une cigarette. Mais ma théorie à moi, c'est qu'effectivement, on reste addict toute sa vie et qu'après, si la personne disait est-ce qu'on pleure toute sa vie sur une cigarette? Si effectivement un jour dans une situation on se retrouve à pleurer ou à être super triste et qu'on croit que la cigarette va nous anesthésier cette tristesse, oui, on risque de la reprendre. Et là, c'est une question de gestion d'émotions. Si la personne arrive à mettre ses motivations avant son émotion, elle ne reprendra pas la cigarette. Ou elle la reprendra une et elle arrêtera tout de suite après. Et dans ce cas-là, tous les récepteurs n'auront pas eu le temps de se déclencher. Mais si elle prend une cigarette et puis qu'elle en prend une deuxième, elle s'arrête en disant 2, ça suffit, parce que si elle a arrêté depuis un moment, les 2 premières cigarettes, ça va la casser complètement. Mais que le lendemain, elle en reprend une ou 2, et là, en 8 jours, elle aura retrouvé son niveau d'addiction. Ouais. Surtout que les récepteurs nicotiniques, ils vont baisser un petit peu en nombre, surtout en grosseur, mais ils restent supérieurs à une personne qui n'a jamais fumé, bien évidemment. Donc, un ex-fumeur reste sensible aux produits tabac. Par rapport à l'addiction et à ce que tu disais, moi, je suis d'accord et pas d'accord avec les addictologues. C'est pour ça que je ne ferai jamais addicto. Moi, je pense que on est addict, c'est vrai. Moi, je suis une addicte, c'est vrai. Mais par contre, et on est très nombreux à des addicts. Et quand bien même, par contre, il y arrive un moment, quand on est en sevrage tabagique, où le sevrage, il est fini, et où la clope n'a plus rien à foutre dans notre vie, mais réellement, ni dans notre présent, ni dans notre avenir, elle est dans le passé. Et par contre, oui, on reste addict, mais on va détourner ces addictions vers autre chose. Et il y a des addictions qui sont quand même vachement sympas. Si. Le groupe Je ne fume plus, le groupe Breton, moi sans tabac, le groupe Pays de la Loire, moi sans tabac, ce sont des bonnes addictions. Ça apporte quelque chose. Et c'est vrai qu'on reste et on se méfie de soi-même, on se dit ah là là, je suis addict, il ne faut pas que je touche trop à ceci ou à cela, quoi. Mais malgré tout, il y a des aspects positifs dans tout ça, parce qu'on est sensible, parce qu'on est vivant, quoi. Moi, je trouve. Tu n'es pas d'accord? Je suis d'accord avec une chose, c'est que la nature a horreur du vide. Si on enlève quelque chose à notre cerveau, comme par exemple la cigarette,
Il faut absolument mettre quelque chose à la place tout de suite. Si on laisse le cerveau vide, pour reprendre l'expression que de très nombreux fumeurs ou addicts reprennent, si on ressent un vide, la nature va immédiatement nous demander de le remplir. Et c'est pour ça qu'il faut absolument, quand on enlève la cigarette, immédiatement, en même temps, il faut mettre quelque chose de bon pour soi à la place. Du sport, par exemple, nous dit Morgane. Du sport, de l'amour, pour te reprendre Françoise, du bénévolat, du travail. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la meilleure addiction au monde, puisque tout à l'heure tu parlais d'addiction positive, je pense que la meilleure addiction au monde, c'est la fierté. Je pense que si on peut mettre n'importe quoi qui nous rend fiers à la place du vide, alors on peut rester sobre. Mais là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est qu'il y a des bonnes addictions. Pour moi, le concept de l'addiction, c'est la souffrance. Donc, s'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas d'addiction. Donc, le groupe JNFP ou l'amour ou mes enfants, il n'y a pas de souffrance. C'est vrai. Voilà. Il y a une addiction quand il y a souffrance. Mais si jamais tu enlèves, par exemple, le tabac et que tu mets du sport en excès, jusqu'à en souffrir, tu deviens addict au sport, ce qui s'appelle la bigorexie, et tu n'as rien réglé. Hein. Tu as juste switché d'addiction, tu es juste passé d'une addiction à une autre, mais tu n'as rien réglé. Oui, c'est ce qu'on voit souvent avec la nourriture, d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui se mettent à manger plus ou à manger mieux parce qu'en arrêtant la cigarette, comme par hasard, qu'est-ce qui se passe? Je retrouve le goût, je retrouve l'odorat. Oui, sauf qu'en arrêtant la cigarette, tu as aussi supprimé tout le sucre qu'il y avait sur le papier à cigarette. Le fameux agent de texture et de saveur, qu'est-ce que c'est? C'est du sucre. En enlevant à ton corps et à ton cerveau une telle quantité de sucre, tout d'un coup, tu es en manque de sucre. Donc, tu vas rechercher ce sucre ailleurs. Et en plus, ce sucre, tu le sens. Tu le sens et tu le goûtes. Et évidemment que tu y vas. Et là, soit tu prends des kilos, et là, tu t'arraches les cheveux, soit tu peux devenir, compulsif dans l'alimentation. D'accord, merci. Alors, on va passer quand même quelques questions, Régine, parce que le temps passe et donc on va sauter quelques questions. Alors, on a plein de questions, Olivier, c'est vraiment dommage. Juste une question là, est-ce qu'on peut être addict de naissance? Est-ce qu'il y a des comportements héréditaires par rapport à l'addiction? On ne peut pas être addict de naissance. L'addiction, elle vient de 3 critères spécifiques liés à la personne qui sont présents dans la vie de la personne pendant un long moment, une longue période de temps. Ces critères, c'est d'abord des critères environnementaux. Si on a des affiches ou des publicités sur la cigarette tout le temps, si on a des parents qui fument, on sera plus facilement amené à fumer. Donc les critères environnementaux sont importants et on ne les a pas à la naissance. Enfin, sauf en cas de syndrome fœtal, mais c'est assez rare. Ensuite, les critères de la personnalité de la personne, c'est-à-dire qu'il y a des personnalités qui vont avoir plus tendance à aller dans l'excès, qui vont aimer la rébellion, qui vont aimer combattre l'autorité, qui vont aimer être en dehors des normes. Ces personnalités-là sont plus enclines à tomber dans une addiction. Et enfin, il y a la présence du produit. C'est qu'évidemment, si vous êtes dans un endroit où il n'y a jamais de cigarette, vous ne fumerez pas. Ça, c'est une palissade. Mais donc, de naissance, non. Par contre, il peut y avoir des prédestinations à telle ou telle addiction en fonction de l'environnement et de la personnalité, si la personne a forgé sa personnalité relativement tôt. D'accord. Merci. Régine.
Alors, Tu poses la question sur la, plusieurs addictions. la rubrique tabac et alcool. Non, on avait une question juste avant, juste la précédente, la dernière, quand on a... Ah, d'accord. Ouais, Ouais. ouais. Donc, quand on a plusieurs addictions, type alcool, tabac ou cannabis-tabac, c'est mieux d'arrêter tout ensemble ou d'abord l'un et ensuite l'autre? Alors, ça, c'est une bonne question, très difficile à répondre, mais en fait, j'ai déjà un peu répondu. Effectivement, pour arrêter une addiction, ou plusieurs, c'est une question d'émotion. Et si on rabat toutes ces émotions qu'on récupère et tous les manques qu'on récupère en arrêtant une addiction, si on les reproduit sur un autre produit, on règle rien. Donc, la réponse qui est la plus facile, c'est de dire c'est mieux de tout arrêter. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est même très dur à faire. En revanche, les démarches pour arrêter le tabac ou les démarches pour arrêter l'alcool sont en fait les mêmes. C'est-à-dire prendre en compte ses émotions, prendre en compte ses comportements, ses pensées et gérer le tout en même temps. Si on se rend compte de l'émotion qui nous amène à fumer ou de l'émotion qui nous amène à boire, on va pouvoir réduire l'envie de fumer ou l'envie de boire. Si en revanche, on ne prend pas conscience de ça, bah, c'est les émotions qui vont nous diriger. Et là, il y a l'automatisme qui se crée, cigarette, verre de vin, ou verre de vin, cigarette, et une habitude en entraînant une autre, bah, ou en remplaçant une autre, finalement, ça reste. Et par contre, c'est de la même manière, si on arrête en même temps l'alcool et le tabac, mais qu'on ne met pas à la place quelque chose tout de suite qui est bon pour soi, et beaucoup plus fort en plus que si on n'en arrête qu'une, eh ben, on a de grandes chances de rechuter. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, c'est pas d'arrêter le problème. Enfin, si, c'est un problème, évidemment, mais c'est pas d'arrêter le plus dur. Entre 2 cigarettes, on arrête de fumer. Entre 2 verres, on arrête de boire. Ce qui est le plus dur, c'est de ne pas reprendre. Et pour ne pas reprendre, il faut mettre des stratégies en place de motivation, de gestion d'émotions. Et c'est pour ça que c'est très difficile à faire tout seul. Parce que quand on fait tout seul, le démon que je connais est meilleur que le démon que je ne connais pas. Donc, je vais d'abord aller chercher ce que je connais pour traiter mes émotions. Toujours en parlant d'alcool, on a deux questions. Quand on arrête de fumer, est-ce qu'il faut éviter les apéros parce que ça donne envie de fumer, les apéros avec les copains? Et la deuxième question, qui est une question fréquente, des personnes arrêtent de fumer et sont seules ou en couple et ont tendance à plus boire, un peu pour compenser, comme si ça consolait du fait de ne plus fumer, le fait de boire plus. Est-ce qu'il faut, quand on arrête de fumer, qu'on ait ou pas un souci avec l'alcool, qu'on ait ou pas, a priori, un souci avec l'alcool, limiter, du moins les premiers temps, la consommation d'alcool ou pas? De toute façon, c'est toujours bon de limiter sa consommation d'alcool. Mais si on n'a pas de problème avec l'alcool, c'est-à-dire si on a une consommation réellement festive, si on n'a pas une consommation émotionnelle d'alcool, arrêter de fumer en continuant les apéros est envisageable. Encore une fois, ça dépend de la personne. Mmh. Si la personne prend l'alcool pour anesthésier une émotion, ben, si elle arrête de fumer, elle va plus boire. Et si elle ne gère pas son alcool, elle va augmenter sa consommation d'alcool parce que le manque, le vide provoqué par l'arrêt de la cigarette demande à ce qu'on lui remplisse quelque chose. Donc on remplit son verre. Ben oui. Mmh. Plus tu disais tout à l'heure, il y a une notion de posture, il y a une notion de contenance. Souvent, d'avoir un verre dans la main ou d'avoir une cigarette dans la main, au niveau de l'image de soi, ça donne l'impression qu'on est plus en
contrôle. Et nous, êtres humains, on a besoin de contrôle. Souvent, les gens me disent, mais quand on fume la cigarette ou on boit de l'alcool ou on prend des drogues parce qu'on veut perdre le contrôle. Non, c'est pas tout à fait ça la réalité. Quand on prend une cigarette ou quand on prend un verre d'alcool, on rentre du contrôle dans sa vie. On décide enfin de ce qu'on fait, quel que soit ce que les autres font ou quelle que soit la situation Covid qu'il peut y avoir. Je m'en fous, je fume une clope. Voilà. Exactement. On décide quand, comment, avec qui, combien. On est le maître de sa vie. Et quand on a une cigarette ou un verre devant tout le monde, on dit au monde, je décide de ce que je fais. Et par ça, on a le sentiment d'exprimer de la confiance en soi. C'est ce qu'on reproche d'ailleurs aux ados ou aux jeunes, aux ados qui se mettent à fumer, entre guillemets, pour faire comme les autres ou pour se donner un style. Ben oui, mais c'est quel style? C'est le style de la personne qui contrôle, qui a confiance en elle. Alors que quand on dit je fume pas ou je bois pas, ben on donne l'impression que si on fume ou on boit, on n'est plus complètement en contrôle. Ah bon, mais alors t'es une mauviette ou tu contrôles pas ce que tu fais. Et hop, un ado qui fume en plus. Et ouais. Alors, une question sur le cannabis, Régine. Alors, le cannabis anesthésie-t-il les émotions? Je crois qu'on a déjà un chouïa répondu à cette question, mais on y retourne. Chouïa. Le cannabis n'anesthésie pas les émotions. La plupart du temps, le cannabis est mélangé avec du tabac. Le tabac, c'est un excitant. Le cannabis, notamment si c'est sous forme d'herbe, c'est également un excitant. Donc, le cannabis ou d'ailleurs n'importe quelle addiction n'anesthésie pas l'émotion. D'ailleurs, même techniquement, le résultat est en général inverse, c'est-à-dire quand vous avez une émotion négative, si vous mettez du cannabis dessus, après, elle est encore plus négative, l'émotion. Et elle dure plus longtemps. C'est ce que je disais tout à l'heure avec la gestion de l'émotion. Si l'émotion est gérée, avec ou sans cannabis, l'émotion va réduire en durée et en intensité. Si elle n'est pas gérée ou qu'on croit qu'elle est gérée par le cannabis, elle va augmenter en intensité et en durée. Donc, évidemment, le cannabis n'anesthésie pas l'émotion. En revanche, tous les fumeurs de cannabis vous diront, et j'en ai fait partie pendant 20 ans, mais moi, ça m'aide. Réellement, ça me calme. Ou parfois mieux, la plus belle, c'est ça m'aide à dormir. C'est une hérésie, mais concrètement, la personne ressent effectivement un soulagement. Ce soulagement, il ne vient pas du cannabis lui-même, il vient de la croyance, c'est une forme d'effet placebo, vous avez dû entendre parler de ça, mais il vient de la croyance que le cannabis va nous calmer. Pourquoi ? Parce que le cannabis, quand on croit, ou n'importe quel produit d'ailleurs, si on croit que ça va nous calmer, ça déclenche en nous, dites-le avant moi, une émotion de calme. Parce que l'émotion, elle vient toujours d'une pensée. Il n'arrive jamais une émotion sans raison. Oui, mais un fumeur de cannabis, il va te répondre là, je les vois, ils vont débarquer là. Ils disent, ouais, mais arrête tes conneries. En vrai, quand je fume, je sens, waouh, il y a un effet physique, quoi. Ça me fait quelque chose. Évidemment. Quand il ressent cette émotion de calme, elle influe sur son système nerveux et elle va calmer tout son système nerveux. Et donc l'effet cannabis, c'est quoi? Le cannabis en tant que tel, la plante fumée, elle fait quoi? Le tétrahydrocannabinol, c'est un excitant. C'est un excitant. Et c'est pas un calmant. Ah non. Alors on peut réussir à extraire à l'intérieur du cannabis une molécule qui, elle, est calmante.
Mais on ne la trouve pas dans le THC, qui est le principe actif du cannabis. C'est le CBD. Oui. Dont on pourra refaire un live entier dessus si vous voulez un de ces jours. Avec plaisir. Alors, on va passer à autre chose parce que les minutes passent. Le sucre, la nourriture. Alors, on a une première question. Gros citons, si on n'en mange pas plus quand on arrête de fumer? Oui, en général, on prend quelques kilos. J'ai fait un post sur les groupes qui explique pourquoi et comment ne pas trop grossir. Donc, on va pas passer là-dessus. Et par contre, il y a quelque chose qu'on n'explique pas souvent, oui. que j'ai dit tout à l'heure assez rapidement, mais qui est très important de rappeler aux gens, c'est cette histoire de sucre sur le papier. Oui. C'est très important. Si vous privez votre corps du jour au lendemain d'une quantité très importante de sucre, qu'est-ce qu'il va faire? Dès que vous allez lui en envoyer, il va le stocker. Parce que tout d'un coup, vous lui en avez enlevé une grosse partie, donc il a peur. Ouais. Votre corps, je parle un peu simplement, évidemment, c'est schématique. C'est le principe de la disette. Il a peur et donc il va stocker le sucre. Et à ce moment-là, vous allez prendre du poids. Oui. C'est pour ça que les régimes privatifs, entre guillemets, ne marchent pas. Ils marchent un moment et puis pouf, on reprend et quelquefois plus. Voilà, je ne dis pas ça ne marche pas, je dis ça marche pendant un moment. Pendant un moment, et après, c'est une cata. C'est la cata. Depuis que j'ai arrêté de fumer, je me suis mise à manger énormément de sucre. Oh, sans blague. Cela. Pourquoi je mange plus gras et plus sucré? Comment ça se fait que je me jette sur la nourriture tout le temps? J'ai l'impression que je mangerai un bœuf et même la vache et le veau en même temps. Comment puis-je faire pour sortir de ce cercle vicieux? J'ai une addiction à la succion, aux bonbons. Au secours, Olivier, je mange tout le temps. Alors là, on a plein de questions. J'ai faim tout le temps. J'ai faim. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Manger, mais pas sucré, pas gras. Donner à son corps l'appel que le corps réclame, c'est-à-dire principalement du sucre, mais pas uniquement, mais aussi tout ce qui permet de gérer l'émotion, parce que manger, ça fait plaisir, manger, ça détend, manger, c'est du partage parfois avec des gens, et donc c'est de la joie, c'est de la convivialité. Et ça, c'est des émotions positives. Et c'est ces émotions positives qui viennent recouvrir les émotions négatives qu'on avait avant. C'est pour ça que quand on arrête de fumer, les émotions, elles sont toujours là. Si on ne les gère pas, on va chercher à les recouvrir avec autre chose. Et le plus facile, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on trouve 24 heures sur 24, qui est légal, qui coûte pas très cher, parce qu'aujourd'hui, vous rentrez dans un supermarché, ça coûte pratiquement rien de se faire une bonne crise de boulimie, et que maintenant on trouve partout, la nourriture. Et en plus, il y a une image positive à manger avec des gens, à être un bon vivant, pour les hommes surtout, parce que pour les femmes c'est autre chose, malheureusement, mais il y a tout ce côté partage qui rend positif la nourriture et qui apporte des émotions positives. Donc, évidemment, ne pas s'arrêter de manger, parce que là, alors, par contre, on se coupe grave, et surtout, on ne remplace pas le sucre qu'on a perdu avec la cigarette, mais entrer dans sa vie du contrôle, encore une fois, parce que quand on arrête de fumer, on arrête une forme de contrôle dans sa vie, donc il faut de la même manière le remplacer par autre chose. Et manger, qu'est-ce que c'est? C'est également du contrôle. On décide quand on mange, qu'est-ce qu'on mange, combien on en mange, avec qui on en mange, où on le mange. C'est du contrôle dans sa vie. Tout à fait. C'est pour ça qu'on voit les personnes anorexiques. On se dit, mais comment c'est possible? Les personnes anorexiques, elles sont en contrôle absolu. Sauf que elles, c'est par la restriction. Et ce contrôle apporte énormément de plaisir. Et à quoi on devient addict? Au contrôle. Et au contrôle. Alors, une dernière question là, sur le poids, Régine, je te laisse la poser, s'il te plaît. Alors, gros j'ai la sensation aussi.
Pardon? La toute dernière. La toute dernière. Ouais. Alors, j'ai la Ouais, parce qu'il sensation nous reste que ma 5 prise minutes. de poids est une forme de protection. Est-ce que c'est possible? Alors, j'ai pas tout à fait bien compris. Ça a été Quelqu'un qui coupé. grossit après l'arrêt du tabac, qui grossit beaucoup, Mhm. elle a l'impression de se protéger avec ce poids-là tout autour d'elle. Est-ce que c'est possible ou pas? Oui, évidemment, c'est une impression qu'on peut ressentir très, très vite. Bah, d'abord parce que, encore une fois, quand on grossit, c'est après avoir mangé. Quand on a mangé, on a contrôlé les choses. Et donc, on a cette forme de protection d'avoir fait soi-même, d'avoir pris soi-même ce poids. Là où, d'abord, c'est pervers, c'est que, d'accord, on est protégé, mais l'émotion qui est créée par la prise de poids, elle est extrêmement toxique. C'est la honte, c'est la culpabilité. Et si on essaye derrière de gérer cette honte ou cette culpabilité en essayant de les anesthésier, bah, la plupart du temps, encore une fois, le démon que je connais est moins pire que le démon que je ne connais pas, on va remanger dessus. Et là, bah, on est dans le cercle infernal de je mange pour oublier que je mange, pour oublier que je mange. Et donc, on n'a rien réglé. Mais effectivement, pendant un certain temps, on a l'impression d'avoir une espèce de protection. Il y a une autre raison aussi, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on est plus fort ou qu'on a pris du poids, ben, les gens ont une forme de contrôle sur nous, en nous disant, par la culpabilité, « Oh bah, tu devrais moins manger quand même ». Et dans ce cas-là, on a l'impression qu'on maintient les gens à l'écart. Parce que comme on est moins aimable, entre guillemets, ou moins désirable, ou moins séduisant, bah, ça maintient un peu les gens à l'écart. Et en maintenant les gens à l'écart, on s'isole, et en s'isolant, on se dit qu'on se protège. Mais on se ment à soi-même, parce qu'en s'isolant, on ne se protège pas du tout. Ouais. Alors, on va poser la toute dernière question, Olivier. Je vais laisser Régine la poser. Juste avant, je réponds à Chien Motard. Chien Motard, si la défume te coupe l'appétit, il faut vraiment que tu fasses des tout petits repas, très réguliers dans la journée. Plutôt que faire des gros repas comme tu faisais d'habitude, dissocie, mange un petit peu régulièrement et n'arrête pas de manger surtout. Régine, la toute dernière question, et ce serait une réponse rapide, Olivier, parce qu'il nous reste vraiment une petite minute. Okay. Alors, je me demande si certaines générations ont plus facile que d'autres à devenir non-fumeurs. Alors, ça vient de l'environnement dont je parlais tout à l'heure. La condition pour devenir fumeur, c'est l'environnement, la personnalité et la présence du produit. Plus on a avancé dans le temps, et notamment pour les récentes générations, le tabac est devenu pratiquement interdit, il est devenu extrêmement cher. Toutes les politiques, toutes les stratégies d'arrêt du tabac, les paquets libres, les photos horribles, etc. Tout ça, ça a participé de l'environnement. Et effectivement, les générations d'aujourd'hui n'ont pas la facilité d'accès ou l'encouragement que les générations précédentes avaient. Je vous rappelle que chez les anciens militaires, on mettait des paquets de cigarettes dans les packages, dans les kits des militaires. Le cow-boy Marlboro qui passait à la télé, c'était un dieu vivant, le mec. Bon, il est mort d'un cancer du poumon, mais bon. Et depuis quelques années, il y a dans l'environnement beaucoup de choses qui viennent contre le tabac. Et évidemment, toute cette partie-là facilite soit l'arrêt du tabac, soit la non-première prise de tabac. Donc pour ça, oui, certaines générations plus récentes l'ont eu plus facile.
Ok, merci. Merci Olivier. Le temps a passé très 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 vite. On n'a pas vu passer l'heure là. C'était... Hein, Régine? Oh oui, oui, oui. Très intéressant. Voilà. Merci. On va te réinviter parce que tu vois, Merci de m'avoir on a reçu. posé que quelques questions sur la masse de questions qu'on avait à te poser. Régine pourra te le dire. On en avait plein d'autres à poser. Désolée pour les personnes qui n'ont pas vu leurs questions posées, mais on va faire d'autres lives, vous inquiétez pas. Alors, en parlant des autres lives, on continue nos aventures avec Régine et avec Mumu pour le mois sans tabac et avec les copains-copines aussi qui pourront participer. Pendant le mois sans tabac, on change la donne et on fait un live par semaine et non plus un live par mois. Donc, un live par semaine, un rendez-vous chaque semaine et pas avec n'importe qui. Je vous fais la première et puis vous découvrirez les autres parce qu'on va faire un post spécial pour les annoncer. Nous avons rendez-vous le 2 novembre, donc pour démarrer ce mois sans tabac avec notre copine Anne Borgne. Anne, tout le monde la connaît, c'est une super tabacologue et elle va démarrer avec nous le mois sans tabac en répondant à toutes vos questions. Donc on va faire des posts. N'hésitez pas à poser toutes vos questions et pendant tout le mois sans tabac, on y répondra avec nos invités chaque semaine. Voilà, merci mille fois Olivier d'avoir participé à ce Merci live. de Ça a m'avoir été reçu. vraiment un immense plaisir de t'écouter. Merci. On a appris un certain nombre de choses. On apprend toujours pendant les lives. C'est ça qui est vraiment intéressant. Merci à toi Régine Merci à toi aussi et merci Olivier. pour la Merci Régine. complicité, pour le sourire, pour le plaisir d'être avec toi. On se retrouve très très bientôt. Olivier, tu seras toujours bienvenu. C'est Et gentil, comme merci. maintenant tu fais partie de la team Piu Piu, tu vas recevoir un Piu Piu en bois. Je ne fume plus. Top Oh, envers la classe. Que tu vas pouvoir porter en badge. Et un autre Piu Piu que tu vas pouvoir suspendre à ta porte pour dire quand tu es libre ou pas. Voilà. Merci à ok. tous. Bonne soirée. Merci. Merci Olivier, merci Régine et merci à vous tous qui nous avez suivis pendant ce live. On se retrouve le 2 novembre Et bon avec courage pour Anne. votre défume. Oh ouais, bon courage pour la défume. À Avec bientôt. Anne Borgne pour À le mois sans bientôt. tabac. À Bye bye. bientôt. Au revoir à tous. Au Au revoir. revoir.